La glace, c'est une matière éphémère, quelque chose de furtif, fugace, subtil et complexe. La glace, parfois c'est une matière. Elle s'appréhende, elle se touche et se laisse admirer. À d'autres moments, elle est invisible, féerique. Elle s'imagine, elle se rêve, puis à nouveau elle prend vie. La glace est une texture, une promesse, une prouesse, une aventure. Certains en rêvent, s'ébahissent devant sa beauté, attendent, espèrent. D'autres l'ignorent. Certains la regardent, d'autres la cassent. Cette glace est translucide, imaginaire. Elle n'est pas froide et ne fond pas. Cette glace, qui hante nos rêves, nous représente sans trêve. Pourquoi la détruisons-nous ? Cette histoire est celle de cascades, parfois torrents liquides et mouvementés, qui de glace d'autrefois se vêtissent. Lorsque se développe l'art de gravir les sommets, au milieu du XXe siècle, une poignée de spécialistes brille en escaladant le rocher, la neige et la glace. Escalader la glace est alors une manière d'appréhender certaines parties de l'ascension. Il faut attendre une vingtaine d'années, au début des années 70, pour que les spécialistes en question s'intéressent aux structures gelées de basses ou de moyennes altitudes. En Europe, parmi les points de départ de cette histoire, multiples et complexes, il y en a un qui attire et qu'il faut retenir. Inspiré par les premières ascensions de cascades gelées en Amérique du Nord, par quelques explorations mixtes en Écosse, au Ben Nevis, c'est dans le somptueux cirque de Gavarnie, situé dans le massif pyrénéen, que les premières cascades de glace françaises sont escaladées. Ça a commencé, ça fait quelques années maintenant, hein. Et c'était une bande de jeunes qui bavaient devant la photo de Séquinel dans le couloir nord des Drues. Entre-temps, on était tombé sur un petit livre qui présentait Raymond Despiau sur un bout de glace à Gavarnie avec des broches partout. On s'est dit c'est bon, on y va. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés un jour avec Christian Desbats et René Munch dans le mur du cirque. L'idée au début c'était de faire 3 étages, mais en fait c'était derrière, on va aller voir ce qui s'y passe, quoi. Bon, les 3 étages on n'en a fait qu'un, c'est des choses qui arrivent. Et peu de temps après on est revenu. Et là, on a bien décidé à surtout pas aller dans ces fissures où il fallait que ramoner et aller au milieu de la glace, là où c'était bien bleu. Là, c'était agréable. On a vite compris que c'était rentable, c'était sympa, ça avançait vite. Voilà. Et c'est parti comme ça. Grâce aux efforts de quelques montagnards locaux, excités par les possibles que leur offrent ces grandes coulées bleutées, l'escalade sur glace se structure. Le cirque accueille même au tout début des années 80 les premiers regroupements européens de pratiquants, appelés à l'époque cascadeurs. Et comme on n'avait pas envie de faire 800 km tous les week-ends, on a été très heureux de trouver ça chez nous. Et puis finalement, c'était une vraie mine et on était très heureux. Après les Alpins, ils nous ont copiés. Mais comme ils copient tout, ils ont vu la glace, ils en font, on en fait aussi. Ouais, voilà. C'est à ce moment-là que se font connaître d'autres personnages comme Hugues Jaillet, Jean-Marc et Stéphane Troussier, Godefroy Pérou dans les montagnes de l'Oisan, ou encore Thierry Renaud,
et les frères Escoffier. On doit à ces rêveurs la découverte et l'exploration de sites emblématiques qui traversent les âges. Ils offrent à cette époque des lieux de retrouvailles où rien n'était fait et tout à faire. Comme le Vallon du Diable qui domine le Vénéon et flirte avec les cimes du massif des Écrins, comme la vallée de la Haute-Romanche qui relie Grenoble à Briançon, le plateau de l'Alpe d'Huez ou encore le glacier d'Argentière du côté de Chamonix. On imaginait du coup que tout était fait. On n'avait pas cette espèce de, de lucidité, de nous dire qu'on était encore finalement aux prémices du développement de l'escalade en cascade de glace, et qu'on était même au début de l'âge d'or de la cascade de glace, et que finalement, peut-être que tout était à faire, enfin beaucoup de choses étaient à faire. Nous n'étions pas très nombreux à grimper, et en particulier, nous étions très peu de professionnels. Finalement, très souvent, nous avions des vallées comme le Vallon du Diable pour nous tout seuls. Donc il n'y avait pas de problématique de faire la course pour être les premiers au pied de la cascade, il n'y avait pas de problématique d'avoir éventuellement des grimpeurs au-dessus ou des grimpeurs en dessous qui pouvaient attendre. Donc finalement on passait nos journées entières dans les cascades, et même si on passait une grande journée pour 3 ou 4 longueurs, c'était pas grave, les cascades étaient à nous. Au tout début des années 70, les alpinistes sont encore dotés de piolets droits artisanaux et de crampons à lanières d'après-guerre. On voit apparaître la première lame de piolet incurvée, dite lame banane, en 1975, grâce à l'enseigne Simon. L'histoire retient les célèbres Chacal, Barracuda, Pulsar ou encore Ptérodactyle, marquant au passage l'apparition des piolets dits traction. Ce terme barbare désigne l'art d'affronter de face la glace à l'aide de 2 pointes acérées. D'un seul piolet utilisé de profil pour la course au sommet, l'alpiniste se transforme. Il en utilise maintenant 2, tenaces et dangereux, pour une course effrénée à la domination de cette matière éphémère. Après, les changements de main, c'est pas pareil. Alors, première fois pour une broche à l'ancienne, je sais même pas comment ça s'appelle. C'est des vrais enclumes quoi. Là t'arrives, là tu fais BOUM. Là, ça rentre dans la glace, ça bouge pas. Hein. Et les anciens là pour le faire, ils étaient bons, hein. Surtout avec les broches de l'époque. Parce que là, avec les broches toutes neuves, là ça y va tout seul, mais bon. C'est une autre histoire. Mais non, c'est sympa. Hein. C'était une galère de foutre une broche. En plus, on plantait une épine. Alors pour enlever l'épine, il fallait creuser autour, fallait tourner, recreuser. Tu vois, tu mettais un quart d'heure. Donc en fait, on mettait une broche tous les 20 mètres. Et la broche, on la mettait quand on était posé sur les pieds et qu'on était bien. On avait une confiance relative, toute relative dans le matériel à ce moment-là, au niveau des broches. Donc c'était quand même beaucoup un engagement quand même. Dû grimper pendant une année avec du matériel d'un autre temps, mais qui était quand même qui faisait partie de l'évolution de la glace, avec Walter Sequinel, couloir nord des Drues. Les premiers crampons, on n'avait même pas les Macalus rigides. Hein, en 79, on avait des crampons articulés avec des pointes plates, quoi, pas horizontales. Finalement, l'évolution la plus notable, c'est le matériel. Quand on voit les broches, les piolets, bon là là, tout ça. Autrefois, c'était l'aventure, quoi. Hein. « 1981. C'est la première ascension de l'emblématique cascade de Loisan, nommée Érection. Les hivers se succèdent, entrecoupés de printemps fleurissants, puis d'automne pluvieux. Et le froid revient, encore et encore, comme une boucle temporelle dans laquelle les rêves deviennent réalité.
Les glaciéristes français s'inspirent du système américain pour créer une échelle de difficulté, appelée cotation. On donne une cotation d'ensemble qui donne le sérieux de l'entreprise, et puis en même temps, on a un focus sur la difficulté la plus dure qui va éclairer sur ce à quoi on va être confronté. Est-ce qu'on est du niveau du passage le plus difficile, du crux de la voie? Voire même au passage, des fois, on confond les deux mots que nous utilisions et que nous essayons d'imposer. Le grade pour la cotation de sérieux, le degré pour la cotation technique. Et là, on rentre dans de la précision, mais toujours pareil, hein, le monde va toujours mieux quand les choses sont bien nommées, c'est bien connu. Les premiers tournages de télévision se tiennent de nuit, sur les coulées éclairées de l'Alpe d'Huez, au-dessus du camp de base de Godefroy. C'est le début de la médiatisation de l'escalade sur cascade de glace, qui va de pair avec l'esprit de compétition. Certains glaciéristes apprennent rapidement à s'illustrer en lumière. D'autres sont plus discrets et cultivent l'envie. Dans un premier temps, la cascade de glace n'était le fait qu'un tout petit groupe d'aficionados. On en parlait éventuellement dans un article qui allait paraître l'hiver d'après. Dans un second temps, ce groupe s'est un peu élargi. Là, c'est le téléphone et c'est cette micro-société qu'on a baptisée entre nous, la Ice Connection, qui permettait de s'échanger les renseignements. Et puis après, il y a eu, sur la vallée de la Romanche, sur la vallée de Malval, il y a eu l'arrivée du répondeur. À l'initiative de Paulo Grobel et qui était soutenu à l'époque donc par la marque de piolet Charles Moser, il mettait en ligne, on ne disait pas en ligne, il mettait sur répondeur les conditions qu'il avait vues dans sa propre pratique professionnelle de guide ou qu'il arrivait à glaner de la part des autres professionnels. Et puis les gens, avant le week-end, ils téléphonaient au répondeur pour essayer de comprendre où les cascades pouvaient être formées. Et déjà, ça créait cet effet un peu entonnoir d'affluence sur certaines cascades de glace. Donc bien évidemment que le phénomène, dans une dernière phase, a explosé avec les réseaux sociaux. Toutes les pièces du puzzle sont en place. Les règles du jeu sont établies. Une course à l'exploration et à qui ouvrira la marche dans les cascades qui deviendront légendaires. Il va y avoir bien évidemment l'ouverture de visa pour l'Amérique, qui est donc cette coulée improbable en face sud, basse altitude, qui surplombe le village de Bourdoisan, et où l'on a bénéficié de cette conjonction de l'eau, du froid, une inversion de température pendant quelques jours, ça gèle, on décide d'y aller, on remonte la cascade disparaît, s'évapore, et elle ne se reforme plus depuis 1987. Si on veut inventer des mythes, il n'y a pas histoire plus parfaite. C'est la seule date dont je me souviens dans ma mémoire de grimpeur. C'est le 17 janvier 1987, avec Godefroy Pérou, avec Philippe Pibarou. Comme une promesse de grandeur, l'âge d'or commença. Janvier 87, la cascade des Moulins, qui va être une révélation pour moi en tant que grimpeur. Parce que c'était une cascade qui était déjà mythique,
dont l'ouverture du cigare impressionnant qui se situe au centre de la cascade avait été réussie quelques années avant par des grimpeurs emblématiques qui s'appelaient Éric Escoffier et Pascal Junique. Et puis il y avait eu la première ouverture intégrale de la cascade par Godefroy et des stagiaires, mais Godefroy avait intelligemment évité la portion dure du cigare en trouvant une goulotte sur sa gauche. Alors que Éric Escoffier, en tant que bon grimpeur des années 80, une fois qu'il avait réussi la difficulté principale, il avait tapé les rappels et était rentré à la maison. Donc là, il y avait déjà deux approches de la cascade. Mais du coup, évidemment, il restait à réaliser l'ascension intégrale en passant par le cigare. Et toujours pareil, j'étais avec mes stagiaires au Fréau et il y a deux clients de Godefroy qui avaient progressé, qui s'étaient affranchis du guidage de Godefroy et qui avaient tenté le cigare des Moulins. Et en fait, ils avaient buté à quelques mètres de la sortie. C'était vraiment devenu des bons copains et du coup, ils rentrent le soir dans le gîte là, chez Mamie Fréau, où je basais mes cascades de glace et ils racontent qu'ils arrivent des Moulins. Et moi, je me dis, mais c'est pas possible, ces mecs-là, ils arrivent des Moulins. Pour moi, c'était des clients de Godefroy, donc par définition, c'était pas des grimpeurs de haut niveau. Donc tout d'un coup, il y avait des notions qui s'entrechoquaient dans ma tête de grimpeur. Je me disais, mais attends, si ces mecs-là sont allés, il n'y a pas de raison que je puisse pas y aller. Et du coup, effectivement, quelques jours après, avec François Boissis, je vais remonter le cigare et puis on va sortir au plateau d'Amparis. Du coup, on peut revendiquer la première ascension intégrale des Moulins par le cigare. Donc en fait, il y a eu presque 4 ouvertures pour cette cascade. C'est pour dire si cette cascade est emblématique. L'hiver 88-89, très pauvre en glace, offre pourtant l'opportunité aux glaciéristes d'écrire certaines des pages centrales de l'histoire. La très célèbre Repentance Super, dans le Val de Cogne, en fait partie. La storia di Repentance e di fronte al tradimento oramai è arcinota, credo, è stata scritta, è stata detta di tutto. Però credo che sia la prima volta che lo dico davanti ad una telecamera. Successe semplicemente che provai Repentance in quella settimana ben 3 volte. La terza volta arrivai alla base della colonna, di 2 tiri in alto. In realtà erano 3, ne avevo fatti 3. Scendemmo, la scusa fu, fa troppo caldo, in realtà avevo una paura che secondo me si poteva tagliare con il coltello da quanto era spessa, da quanto era nera. Me la ricordo ancora la paura di vedermi questo candelone sopra la testa ma mancava la psicologia, forse l'aspetto mentale di affrontare un qualche cosa che in quel momento era veramente 1 centimetro più in là di quello che ero in grado di fare e meglio ancora di quello che io conoscevo. Probabilmente veramente in quel momento avrei potuto fare quello che tutti quanti chiamiamo l'alpinismo, quindi quell'attimo più in là di quello che si conosce. Benissimo, non me la sono sentita e siamo scesi. Di base Aldo disse una telefonata molto ingenua con Giancarlo, gli disse: guarda che Ezio oggi è arrivato lassù. 2 giorni dopo Giancarlo Grassi, François da Milano e Fulvio Conta salirono a Repentance. È stata una botta notevole per me quella cosa, perché sapevo che si sarebbe entrati nella leggenda.
Le ton est donné. Certains glaciéristes sont amenés à prendre beaucoup de place sur la scène médiatique et d'autres à se tarir dans l'ombre, parfois oubliés et blessés de ne pas avoir su tirer leur épingle du jeu. Mais quel jeu? Certainement pas celui qui consiste à être heureux. À la rigueur, peut-être à qui tapera le plus fort, à contre-cœur. Tous les coups sont permis. Les compétitions, dites de cascades de glace, apparaissent au début des années 90. Pour assurer le spectacle, les organisateurs recrutent les personnages incontournables de la discipline, comme François, Thierry, Christophe, mais aussi Guy Lasselle, Stéphane Husson, Patrick Gabarou et plein d'autres. L'escalade de glace s'ouvre donc à l'international. Alors que des grimpeurs du monde entier viennent découvrir les structures de glace françaises, on découvre que de nombreux autres pays regorgent de sites de pratique extraordinaires. Je pense au grimpeur suisse Xaver Bongard qui faisait des solos très impressionnants, qui avait déjà ouvert des cascades très très dures à Kandersteg, dont on va découvrir l'existence bien des années après. L'information ne circulait pas de la même manière, donc probablement que chaque pays, voire même chaque vallée, avait un peu ses mentors, ses héros, et qu'on ne connaissait pas forcément ce qui se passait loin ailleurs. L'hiver 91-92 est l'apothéose de ces années dorées. L'affrontement ne se fait plus contre la matière, ni même contre les autres, mais contre soi-même et contre la mort. On touche du doigt les limites du système de cotation. Celles du possible sont dépassées. C'est le 6 janvier 1992 que la barrière finit par céder. Ce même jour, d'un côté Thierry, accompagné de Wilfried Colonna et Denis Contevaux, et de l'autre François et Philippe Pibarot, ouvrent respectivement les 2 premiers degrés 7 de l'histoire de la cascade de glace. La lyre et la massue. Le support était très improbable, très, très fragile. Et sur cette plaque de glace, il y avait des trous naturels. Il y avait des trous, elle n'était pas complètement... voilà, c'était une vitre, mais fine, posée sur des fines flûtes, sur du rocher péteux. En sont témoins Wilfried et Denis. Hein, ils ont dit « Comment t'as fait? On n'arrive pas, on pète tout, tac ». De retour au parking, tout de suite, François demande à Thierry de s'exprimer sur une cotation. Qu'est-ce que tu cotes? L'engagement, le fait que tu risques de tout arracher, d'aller en bas. Quand tu n'as aucune broche qui te semble bonne, que tu es dans des structures aussi fragiles, qu'est-ce que je cote? La limite de la cascade de glace, c'est quand elle devient le plus fin possible.
et qu'on se retrouve à taper dans des structures qui sont hyper fragiles, à peine collées sur le rocher. Là, on commence à franchir un cap. Et je pense qu'il y avait un espèce de refus d'équiper. Faire des choses fragiles avec des splits ou des pitons béton en protection, c'est pas du 7 dans l'esprit des grimpeurs. Ça reste quelque chose qui est, à partir du moment où c'est protégé, on ne peut pas être dans le 7. Le 7, ça reste quelque chose qui est engagé et dangereux. L'idée du grade 7 aujourd'hui, elle me gêne énormément dans le sens où tu pars dedans, il faut que tu sois en accord avec toi-même, il faut que tu saches que tu peux mourir. Et que tu peux mourir, pas parce que tu vas tomber, mais parce que la structure peut s'écrouler. C'est plus une question de force, de puissance, mais plutôt de lâcher prise et d'abandon à une force qui te dépasse, quoi. Si je parle de comment je l'ai vécu moi, ce passage, c'est encore un peu différent. Il y a effectivement cette partie d'abandon, même d'appel au secours intérieur. Cette parole que j'ai reçue qui m'a libéré de toute crainte et de toute peur. Cette parole qui, vraiment, quand j'ai appelé au secours, n'aie pas peur, quoi qu'il arrive, c'est une porte vers un autre possible. Et j'aurais pu ou tenter de redescendre, ou tenter de monter. Mais la vie ne va pas en arrière. C'est mon conviction aujourd'hui. La vie ne va pas en arrière, malgré les apparences. Elle nous traverse. La question ne se posait même pas. Je ne pouvais pas rester là. Il fallait où je monte ou je descende. Ben, je suis monté. Bien que d'autres cascades de degré 7 furent tout de même escaladées par la suite, ces deux lignes emblématiques du fer à cheval marquent un véritable tournant dans la méthodologie des glaciéristes de l'époque. Le bout de quelque chose est atteint, et le besoin, ou l'envie, de se réinventer se fait sentir. Animé par le désir d'explorer toujours et encore, associé à la volonté de stabiliser la pratique vis-à-vis des conditions météorologiques et climatologiques, les glaciéristes systématisent le passage par le rocher. Les règles du jeu évoluent. À l'initiative de Gaëtan Raymond et de Stéphane Husson, cette nouvelle activité se structure. On la nomme rapidement dry tooling. On utilise toujours les piolets traction, de plus en plus courbés, de plus en plus longs, de plus en plus affûtés, mais dans le rocher à présent. Viele denken, ja, warum macht ihr Mixed Klettern? Weil es ist doch viel besser im Fels, wenn ich halten kann. Aber das ist einfach, weil
irgendwo im Winter oder auf hohen Bergen, es ist ja nicht, ich komme ja kalte Hände, weil es ist einfach kalt. Und hier ist es relativ einfach. Ich kann einen warmen Handschuh tragen. Ich habe einen riesen Griff in der Hand, kann aber da auf der anderen Seite ganz kleine Millimeter kleine Löcher und irgendwie an dem klettern. Les compétitions nationales, puis internationales, surfent sur cette nouvelle vague. Une opportunité d'assurer le spectacle, même quand la glace est absente. I don't really know why the competitions are called ice climbing competitions, but I think, or my way to explain it is that it used to be a lot of ice, and then athletes started training and got stronger and stronger, and the route setters realized that ice isn't that hard to climb for the athletes, and it's also the factor that it's not equal for the athletes, because if more climbers go through the ice, the holes get bigger, so it gets easier the more people climb through it. C'est comme en escalade. En escalade, c'est exactement la même chose. Les gamins qui sont sur la résine depuis petit et qui font de la compétition, au bout d'un moment, ils ont envie d'aller voir en falaise ce qu'ils valent, sauf s'ils sont champions ou s'ils visent des podiums. Mais ceux qui ne visent pas les podiums, au bout d'un moment, ils arrêtent et puis ils vont dans les sites naturels. Et c'est eux qui vont tirer aussi la masse des grimpeurs vers le haut. Donc si tu veux, la compétition, elle a toujours une raison d'être dans le développement d'une discipline. Les grimpeurs de cascade qui ont eu la chance de vivre les hivers du milieu de la décennie 80 se rendent compte aujourd'hui qu'ils ont eu beaucoup de chance. C'était des années où les hivers étaient systématiquement froids et systématiquement régulièrement froids. Ce n'est qu'à la fin des années 80 qu'on a commencé à parler d'hiver chaud. Avec le recul, c'est étonnant de se remémorer comme on se posait peu de questions par rapport à l'arrivée de l'hiver. C'était évident qu'à partir de mi-décembre jusqu'à la fin du mois de février, on allait avoir minimum 2 mois devant nous pour gravir les grandes cascades de glace. Et c'était évident que Vallon du Diable, Vallée de Malaval, l'Alpe d'Huez, tout serait en condition. C'est évident qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de grimpeurs qui pratiquent la cascade de glace qu'au milieu des années 80. Et si on met les deux éléments, multiplication du nombre de grimpeurs plus hiver moins stable, ça va avoir un effet d'engorgement sur les sites les plus stables en termes de conditions. La glace, cette merveille. Malgré son âge et ses rides, elle attire. Glace brillant d'antan et glace aujourd'hui diamant, elle envoûte. Une glacière,
C'est de la glace qui ne devrait pas exister compte tenu de l'altitude. On est généralement dans des régions calcaires que l'on dit des régions karstiques. Donc le karst, c'est tous les paysages liés à la dissolution des calcaires, en surface, mais également en profondeur. Et ça donne lieu à des grottes, à des gouffres, etc. Ces paysages donnent lieu à des trous qui constituent des fosses à froid. Et ce froid va permettre plusieurs choses. À l'eau qui circule dans les terrains géologiques de geler dans des grottes. Donc ça produit de la glace. Et puis on a aussi des contextes où la neige qui tombe l'hiver va rentrer dans des trous. Et après, à travers un phénomène qu'on appelle la diagénèse, on va passer de la neige à la glace. Et donc les glacières, c'est justement ces masses de glace qui vont être retenues dans des grottes plus ou moins profondes. En fait, tu vois, la première fois que je suis venu, on m'a amené, on m'a dit ouais, tu vas voir, c'est génial, on peut s'entraîner quand il fait moche dehors. Et en fait, je suis venu, j'ai pas trop réfléchi et je me suis dit bah ok, on grimpe. Seulement après coup, si t'as, je sais pas, tu vois, il y a un truc de communication. Moi, ce qu'on m'a dit, on m'a dit putain mais Thibaut, t'as grimpé ça et en fait c'est pas bien parce que c'est de la glace éternelle et parce que voilà, parce que truc. Et effectivement, quand tu prends conscience de ça, que ce soit toi tout seul comme un grand avant ou après, ou que ce soit des gens qui te le disent. En tout cas, je pense que la plupart des gens intelligents, ils viennent là, éventuellement ils grimpent s'ils ne sont pas complètement intelligents, mais à demi-intelligents, ce qui est mon cas, et après ils arrêtent, quoi. Et puis, par contre, les gens débiles, ils en font de la pub sur les réseaux sociaux et ils viennent toutes les semaines pour grimper, quoi. Le problème aujourd'hui avec le réchauffement climatique et le réchauffement des masses rocheuses dans leur ensemble, eh bien les températures moyennes annuelles sont légèrement au-dessus de 0 degré, donc la glace fond, elle ne se reforme plus et progressivement ces masses de glace disparaissent. Grimper sur de la glace très éphémère, de la glace saisonnière, sur une cascade de glace, ça pose aucun problème du point de vue environnemental, si tant est qu'il n'y ait pas une espèce d'oiseau qui soit à proximité par exemple. Par contre, s'attaquer à de la glace de glacière, de la glace qui a plusieurs centaines d'années, qui ne se régénère pas, qui ne se renouvelle pas, et qui aujourd'hui fond du fait du réchauffement climatique, du point de vue éthique, ça pose beaucoup plus de questions. Aujourd'hui, dans un 21e siècle particulièrement perturbé, les meilleurs glaciéristes modernes, avides d'aventure et en accord avec leurs valeurs écologiques, surveillent avec beaucoup d'attention durant l'automne chaque résurgence. Et plus particulièrement encore quand elles sont localisées dans une falaise déversante. On appelle résurgence une zone de faiblesse dans une paroi rocheuse, à travers laquelle l'eau qui s'infiltre dans la falaise par le sommet ressort. Si l'alimentation en eau ne s'épuise pas avec l'arrivée de l'hiver, la résurgence donne naissance à une stalactite. Si elle n'a pas encore été escaladée, à quelques mètres de dry tooling près, il s'agit d'un nouvel itinéraire. C'est ce que Sylvain et Gaëtan ont réussi à faire en janvier 2023, au plein milieu de l'Oisans, pour avoir l'opportunité d'ouvrir la voie sur ce gigantesque glaçon suspendu. Et ce dernier est tombé 2 jours après leur ascension. Pour d'autres, il s'agit de se réinventer en explorant différemment les merveilles de nos hivers. Danny, lui, s'épanouit dans une dérive extrême de la cascade de glace, qu'il est probablement un des seuls aujourd'hui à pratiquer, sans corde et le plus vite possible.
Ja, ich habe irgendwann mal die Idee gehabt, Craig Baby Free Solo zu klettern. Es war jetzt nicht ein Plan oder so oder ein Ziel, sondern ich habe einfach viel geklettert und dann habe ich gedacht, hey, eigentlich wäre es so richtig cool. Ich liebe Schnellklettern und ich liebe Eisklettern und ich habe gedacht, ja, wir machen das einfach so zusammen. Ich fand es noch schwierig, weil das Problem ist, wenn Craig Baby ist ja ungefähr 340 Meter lang. Und das Problem ist schon, wenn du immer die Hände dort oben hast, das Blut, das geht zurück und die Hände werden kalt. Und das Problem, wenn du natürlich kalte Hände hast, dann verlierst du das Gefühl, du hast keine Kraft mehr. Und das darf natürlich beim Free Solo Klettern nicht passieren. Und das war schon, ich habe bei der letzten, wo mal so ein Band ist, bevor die letzte große Stufe kommt, habe ich mal so wie so eine kleine Pause gemacht und habe dann die Hände wieder warm gemacht, dass das Blut wieder nach vorne gekommen ist und damit ich wieder Kraft gehabt habe für den letzten Teil, weil das ist Free Solo, du hast kein Backup. Wenn etwas schief geht, es ist nicht gut. Certains ont cette fibre artistique qui pousse à idéaliser la glace. Il s'agit de lui porter un regard nouveau sur le monde. Il s'agit de penser différemment notre relation à cette matière. Après tout, le célèbre glaciériste américain Yvon Chouinard a dit lui-même un jour « Si l'aventure naît de l'imagination, en glace, maintenant, on ne peut la trouver qu'en rejetant l'équipement. » Tu sors un peu de la démarche vraiment purement sportive, dure, et du coup tu rentres dans une démarche un peu de déplacement vertical et de balade verticale, et de curiosité, d'aller un peu justement essayer des trucs, tester, jouer, tout ça. Et je trouve ça un peu sympa aussi l'idée de se dire, on s'écarte un peu de ce côté-là, gros bras, je les pose sur la table, et moi j'en ai plus que vous. Je pense que ça peut être justement un peu l'occasion de sortir de ce débat qu'on avait eu dans la grimpe et qui, je trouve, des fois est un peu limitant, un peu bloquant, et de se dire, la glace, vous faites ce que vous voulez, de toute façon, c'est pas là pendant longtemps, ça va disparaître, ça va bouger, ça va changer. À l'époque, un Milano ou tout ça, ils ont inventé un truc. Ils ont créé quelque chose, ils sont sortis des codes et ils sont allés vers un peu d'autres choses justement et ils n'ont pas hésité à y aller. Toi, tu l'as fait avec le dry, en allant sur des trucs nouveaux, en poussant le truc, en tout ça. Et je pense qu'on a encore des moyens de se réinventer et que l'activité, elle n'est pas finie. Il y a plein de manières encore de faire différent. Et ça, je trouve, c'est un message qui est chouette, quoi. Ouais, carrément. Ouais. Nous faisons corps avec l'élément. Ce n'est pas une révolution, ce n'est pas un avenir. C'est une porte vers un autre possible. Celui d'explorer une gestuelle différente. Une danse. Douce, délicate, sensuelle.
La caresse remplace la frappe. L'union remplace la domination. Nous dansons avec la glace. Nous rêvons. La glace. Elle ne fond plus. Elle est en nous. Elle est éternelle. La glace.